Bienvenue tout le monde au webinaire de l'Institut sur la politique de transition professionnelle des membres de l'Agence d'inspection des aliments canadienne. Beaucoup de personnes nous rejoignent aujourd'hui. Alors, merci d'être avec nous, parmi nous. Je m'appelle Catherine Gagnon, je fais partie de l'équipe de mobilisation des membres de l'Institut. Je suis accompagnée par Dean Tansick et Stephanie Healer du Bureau de la politique nationale. Pour commencer, nous aimerions prendre un peu de temps pour reconnaître respectueusement que notre bureau, situé à Ottawa, se trouve sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Avant d'être une ville, cette terre était un site du peuple algonquin-Anishinaabe dont la présence est avérée depuis plus de 8000 ans. En tant que non-autochtones vivant sur cette terre, nous avons la responsabilité d'apprendre l'histoire des Premières Nations, de respecter leur culture et de reconnaître leur douleur et notre responsabilité dans celle-ci. Nous avons le devoir d'apprendre, de mûrir et de faire mieux. J'espère que notre démarche nous mènera vers un avenir respectueux et harmonieux. Si vous avez commencé à apprendre à connaître le territoire sur lequel vous travaillez et vivez, nous vous invitons à en faire mention dans l'outil QNR. Au début de nos webinaires, nous avons pour habitude de vous présenter notre déclaration d'équité qui énonce clairement nos attentes à l'égard de votre participation. Comme il est indiqué, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'efforce de créer un climat respectueux, sécurisant et inclusif où nous nous sentons tous bienvenus et valorisés et où nous sommes encouragés à apporter notre contribution et à aider les autres à faire la même chose. Merci de participer à cette belle initiative d'inclusivité. Maintenant, voyons un peu comment fonctionne notre plateforme Zoom. Comme nous êtes nombreux, nous avons désactivé vos micros pour garantir la meilleure qualité de son pour tout le monde, y compris pour les personnes qui regarderont le webinaire plus tard. Utilisez l'outil QNR pour nous dire si vous avez des questions ou des problèmes techniques pendant le webinaire. Il se trouve dans la barre en bas de votre écran. Euh, Je suis désolée. La séance aujourd'hui est aussi enregistrée. Vous allez trouver l'enregistrement sur notre site web d'ici les prochaines semaines. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la politique de transition professionnelle des membres. Nous aurons une période de questions et réponses à la fin de la session. Vous pouvez vous poser vos questions dans l'outil QNR, encore une fois, situé en bas de votre écran Zoom. Je passe maintenant la parole à Dean pour commencer la session d'information d'aujourd'hui. À vous, Dean. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le but de la rencontre aujourd'hui, de la présentation, c'est de faire un survol de vos droits et obligations en vertu de la politique de transition en matière d'emploi de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, on va passer à travers vos droits et responsabilités. Et donc, le but, c'est de permettre, là, on va passer à travers tous les points clés et permettre le temps pour des questions et réponses. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première diapo, s'il vous plaît. Donc, la première question qui se pose, qu'est-ce que la transition en matière d'emploi? Donc, c'est un processus structuré que l'employeur suit lorsque des postes sont éliminés ou réduits. Vise un traitement équitable, avis, soutien et transparence. Cherche à réduire les pertes d'emploi involontaires par le réaménagement des effectifs et la requalification. Offre soutien financier et de transition de carrière lorsqu'une personne quitte la fonction publique. Donc, je veux noter aussi que ça, la politique est insérée, est incorporée à la convention collective. Donc, vous avez des droits qui relèvent de la convention collective et donc, nous allons rentrer plus en détail au niveau de ce que cela comprend. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, qui est visé? Donc, pour nos membres à l'Agence d'inspection des aliments, sur nos groupes, nos trois groupes. Et donc, nous avons donc les membres représentés et aussi les membres non représentés. Donc, si vous avez une classification de IN, VM ou SNA, vous êtes régi par la convention collective, mais aussi un des postes exclus, par exemple, qui aussi sont couverts par la convention collective et la politique. Seulement, ils n'ont pas la représentation du syndicat parce qu'ils sont des membres exclus.
Il faut aussi noter que la politique s'applique aux employés indéterminés. Donc, malheureusement, les emplois, les personnes nommées pour une période déterminée, les termes ne sont pas couverts par la politique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, donc on va faire un aperçu du processus. La première, la première notion, c'est l'aspect vous êtes touché. Donc, vous êtes touché et ce que cela signifie, on va voir plus tard, ça veut dire que votre poste ou les fonctions vont peut-être être affectées. Donc, le fait que vous êtes touché, on va rentrer plus en détail. Il se peut que vous allez obtenir une offre de garantie raisonnable et si vous n'obtenez pas d'offre de garantie d'offre raisonnable, vous allez avoir d'autres options. Et là, on va rentrer dans les détails. Donc, la première partie, c'est vous êtes touché. Pour les personnes touchées, il y a un programme de départ volontaire euh, qui, euh, qui est enclenché lorsque il y a un impact de 5 employés ou plus. Et par la suite, il y a une évaluation et une sélection aux besoins. À la fin du processus, on va voir ce que ça veut dire avoir votre poste déclaré excédentaire avec ou sans une garantie d'offre raisonnable d'emploi. Donc, on va rentrer dans ces détails. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Donc, statut touché. Que cela signifie? C'est donc votre poste possiblement éliminé, non confirmé. Donc, vous obtenez un avis écrit de la direction à cet effet. L'Institut, le syndicat est informé le même jour. Euh, et ce que cela enclenche, c'est possiblement vous allez être affecté, vous êtes touché. Là, la gestion va prendre une décision. On vous avise à ce stade, mais rien de concret n'a été encore décidé. Donc, dépendamment de votre statut, vous allez avoir accès à l'orientation professionnelle et soutien pour votre curriculum vitae, recherche d'emploi et préparation d'entrevue. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent demeurer à l'emploi. Et donc, ils ont recours à ces services. Et on recommande aux gens de se prévaloir, même si vous n'êtes pas affecté. Plus tard, on vous recommande de faire valoir vos droits à cet égard. Donc, vous pouvez demander votre gestion. Vous voulez obtenir des conseils. Vous allez voir, vous avez jusqu'à 1 200 $ pour réclamer pour des frais, là, pour des conseils financiers, pour d'autres experts pour vous permettre de prendre une décision éclairée, parce qu'on va voir qu'il y a il y a des répercussions dépendamment du choix que vous allez choisir. Euh, donc, le statut prend fin lorsque le poste est maintenu ou déclaré excédentaire. Et cela inclut la possibilité de vous prévaloir du programme de départ volontaire. Donc, en résumé, le fait que vous avez obtenu une lettre indiquant que vous êtes touché ne veut pas dire que vous allez devoir compétitionner pour votre poste ou que votre poste va être éliminé. C'est juste la première étape. Et donc, ça peut se régler sans que rien ne change. Donc, le statu quo pourrait prévaloir, mais c'est la première étape du processus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le programme de départ volontaire est offert si 5 personnes salariées ou plus sont touchées dans une unité de travail. Donc, si vous préconisez quitter la fonction publique et vous voulez éviter le processus de sélection, de rétention, si vous décidez, j'ai peut-être l'âge et les années de service, puis on va voir plus tard, si vous pouvez être exempté là, au niveau de la pension, si vous avez l'âge et les années de service. Et on va rentrer plus en détail ce que cela signifie. Mais essentiellement, si 5 personnes sont touchées, l'employeur est censé offrir ce programme de départ volontaire.
Et donc, vous allez voir, les gens qui se qualifient vont avoir droit à une mesure de soutien de transition avec peut-être une indemnité de départ, dépendamment de l'option choisie. Et on va décortiquer cela ensemble davantage. Donc, les volontaires qui quittent avec des mesures de transition euh, et les autres postes sont protégés. Donc, ça veut dire que moi, je veux quitter, je sais que mes collègues sont affectés, sont touchés, il est possible qu'ils vont devoir compétitionner pour un poste ou qu'ils ne vont pas obtenir une offre de garantie raisonnable. Donc, moi, je lève la main et je veux me prévaloir de ce programme. Euh, Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'étape 3, c'est suite au programme de départ volontaire. Si vous n'êtes pas sélectionné ou si vous voulez désirer demeurer dans la fonction publique ou prendre un congé d'études, vous allez pouvoir le sélectionner euh, par la suite. Donc, la première partie donc, de cette évaluation et sélection. Euh, donc, ça se fait par groupe et niveau. Donc, si on détermine que votre unité est touchée, donc s'il y a un processus d'évaluation de sélection, forcément, ça doit se faire en fonction de votre groupe et niveau. Donc, si vous êtes VM, vous allez devoir, c'est des postes VM qui vont être touchés. Et s'il y a une évaluation, une sélection, ça va être des postes VM. Donc, il n'y a pas une attente, il n'y a pas d'attente à ce que vous allez devoir postuler pour un poste qui n'est pas dans votre classification. Donc, ce qui est important, c'est de noter que les critères d'évaluation sont objectifs. Donc, compétences et conditions d'emploi. Normalement, les critères sont au niveau de la langue. Donc, si c'est un poste qui est unilingue ou bilingue, dépendamment de la région, dépendamment de vos fonctions. Donc, ça, c'est un des critères. Il y a l'expérience et l'éducation. Des fois, l'éducation, on peut dire, on va demander des équivalences. Donc, si on demande un bac ou une maîtrise ou de l'expérience équivalente ou les deux. Donc, c'est la gestion qui va fixer ces conditions. Et le point que je veux apporter, c'est que ça doit être appliqué de façon uniforme. Donc, on ne peut pas avoir des critères différents pour différentes personnes. Puis le but, c'est le poste qui est touché et non la personne. Donc, on ne vise pas la personne. Donc, ils vont devoir évaluer chaque personne, salarié touché, comparer les résultats aux critères, identifier les personnes le moins en mesure de satisfaire aux critères. Euh, et donc, suite à ça, ils vont avoir une décision. Est-ce que vous allez être maintenu dans le poste ou vous allez déclarer excédentaire? Et là, on va regarder ensemble les conséquences de ces actions ou décisions. Prochaine diapo. OK. Donc, mise en situation d'excédentaire, il y a deux voies. Donc, la première voie, c'est le poste est déclaré excédentaire. Donc, votre poste est déclaré excédentaire et là, la gestion va déterminer si elle va vous offrir une garantie d'emploi raisonnable. Donc, si on vous offre un poste d'emploi avec garantie d'offre raisonnable, c'est idéal. Vous allez vous allez demeurer à la fonction publique. Votre statut va demeurer dépendamment de l'offre. Encore une fois, on va déterminer de quelle offre s'agit-il. Est-ce que l'offre est raisonnable en fonction de vos compétences et de votre expérience, de vos qualifications. Donc, c'est en fonction, on regarde le poste, mais lorsqu'on fait une offre de garantie d'offre raisonnable, on regarde les compétences de la personne. Et donc, c'est là où on va faire le lien. Donc, la voie A, si vous avez cette offre de garantie d'offre raisonnable, donc on va voir ce que la voie A entame. S'il n'y a pas d'offre de garantie d'offre raisonnable d'emploi, vous devenez excédentaire sans garantie d'offre. Et vous allez devenir une personne salariée optante. Donc, soit vous avez
soit vous êtes déclaré excédentaire avec une offre de garantie d'emploi, ou vous n'avez pas d'offre de garantie d'emploi. Et sous ce volet, sous cet angle, vous devenez une personne salariée optante. Et là, on va rentrer là, davantage dans les options. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, donc voici le processus. Parcours A, excédentaire avec garantie d'offre d'emploi raisonnable. Vous allez obtenir vous voyez le tableau ici, vous obtenez une offre et c'est toujours en fonction, ça peut être indéfini. Donc, on dit, vous allez obtenir une garantie d'offre d'emploi raisonnable, mais on ne peut pas le prédire. Donc, si vous nous posez la question, mais quand est-ce que je peux m'attendre à une garantie d'offre raisonnable? C'est indéfini. Donc, en vertu de la politique, ça peut être indéfini. Et donc, advenant on vous dit, vous allez obtenir une offre raisonnable, là, vous allez déterminer si elle est raisonnable et on peut vous aider à déterminer cela. Et donc, si ce n'est pas raisonnable, ben, il va y avoir des recours à cet égard. Et donc c'est ça les deux options. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, personne salariée optante. Donc, vous avez une absence d'offre de garantie, d'offre raisonnable. Il y a une période d'option. Donc, vous allez voir que la période d'option est de 120 jours. Donc, c'est important de prendre une décision dans les 120 jours parce qu'il y a des implications à cet égard. Et donc, on recommande aux gens de prendre le temps nécessaire pour prendre une décision éclairée parce qu'il y a des conséquences au niveau fiscal, au niveau personnel, financier. Et donc, c'est important que vous avez toute l'information à votre disposition pour prendre cette décision. Et donc, on va aussi regarder au niveau si vous ne prenez pas de décision, vous allez voir, vous allez être déclaré excédentaire pour 12 mois, option A. Et donc, c'est important de prendre la décision. La prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, voici les trois options. Donc, option A, option B, option C, et on va rentrer plus dans les détails. La prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Option A, probabilité excédentaire de 12 mois. Donc, vue d'ensemble, se demeure à l'emploi pendant 12 mois au minimum. Donc, vous prenez la décision et vous dites, moi, je veux demeurer dans la fonction publique. Là, vous avez 12 mois pour dire, pour vous procurer un emploi, puis vous allez voir qu'il se peut que vous voulez faire un échange de poste, par exemple. Mais là, là, on va rentrer dans ces détails, mais vous dites, je veux rester dans la fonction publique, j'ai 12 mois. Donc, si vous prenez une décision dans les 120 jours, vous pouvez dire à la gestion, mais moi, j'opte pour l'option A, mais je veux prendre le temps que je n'ai pas investi pour prendre une décision d'élargir le 12 mois. Donc, je peux prendre 15, ça peut aller jusqu'à 16 mois, je crois. Donc, vous pourrez prendre une décision dans les 16 mois. Et donc, ça, c'est important si vous voulez demeurer dans la fonction publique, puis ça va maximiser vos chances de soit vous procurer un emploi ou faire un échange de poste, par exemple. Donc, section 2, pendant la période, travail continu. Donc, on ne peut pas même si vous avez choisi l'option A, on doit vous assigner des postes ou des tâches en fonction de vos compétences et vos expériences. On ne peut pas vous dire, ben, le fait que vous allez quitter éventuellement votre poste, vous n'avez pas d'offre garantie raisonnable, on va pas vous assigner des tâches qui sont relatives en fonction de vos compétences et votre expérience. On ne peut pas dire, ben, vous êtes un VM3, VM4, ben là, on va vous donner des tâches administratives parce qu'on n'a plus de travail pour vous. Donc, ça, c'est interdit. Donc, dépendamment de la situation,
résultat, vous acceptez l'offre, vous êtes nominé et vous allez demander, ou bien vous allez demander une indemnité jusqu'à 6 mois avec une mesure de transition et le départ. Donc, si vous n'avez pas d'offre, si vous n'avez pas euh, de quoi raisonnable, vous avez le deuxième résultat qui va rentrer en ligne de compte. Et le troisième, c'est vous n'êtes pas nommé, et vous allez être en disponibilité avec une mesure de transition et une indemnité de départ. La prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Paiement de la mesure de soutien de transition et d'émission. Donc, vous allez voir, il y a deux aspects ici. Donc, vous avez la mesure de transition qui en vertu de la politique, équivaut de 4 à 32 semaines de salaire. Il y a une indemnité de départ, 2 semaines deux semaines pour la première année et une semaine par année. Donc, ça, c'est jumelé, c'est comblé. Donc, c'est la mesure de soutien de transition plus l'indemnité de départ. Euh, Forcément, vous allez aussi obtenir le paiement de vos vacances. Donc, si vous avez des vacances accumulées ou d'autres journées compensatoires, vous allez pouvoir euh, les encaisser. Les assurances, avantages sociaux aussi. Donc, si vous n'avez pas d'offre garantie de raisonnable après le 12 mois ou le 15 mois, le 16 mois, vous allez être en période de disponibilité, mais vous allez pouvoir cotiser au régime, continuer à cotiser à votre régime de soins de santé et du plan dentaire jusqu'à 12 mois. Donc, ça, c'est important aussi de prendre en considération. Et on va voir plus tard qu'il y a des coûts qui s'affairent, des coûts additionnels. Donc, le fait que vous êtes en priorité ou en disponibilité et que vous avez le droit de cotiser au régime, euh, ça va coûter un peu plus cher pour cela. Et donc, on va rentrer plus en détail. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que avant de décider, de prendre une décision, c'est de vraiment consulter à l'interne, au niveau du syndicat ou bien à l'externe pour vraiment comprendre les options. Parce que une fois qu'une décision est prise, elle est irrévocable. Donc, c'est ça, je voulais rajouter davantage, c'est que si vous décidez, je vais prendre l'option A ou l'option B, mais si vous changez d'idée après, l'employeur n'est pas dans l'obligation de, euh, de réviser son acceptation de votre décision. C'est pour ça que c'est important de noter, si vous prenez l'option A, B ou C, c'est irrévocable. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ça, voici le droit à la mesure le droit à la mesure de soutien de transition en fonction des années de service et le nombre d'années. Et vous allez voir jusqu'à 52 semaines, dépendamment où vous vous situez ici. Et donc, dépendamment de votre situation, voici la mesure de soutien à la transition, comment elle se calcule. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, l'option B, c'est la pension et planification financière. Donc, si vous optez pour l'option B, vous êtes éligible à une dispense de la pénalité parce que comme aujourd'hui, si vous prenez une retraite en temps normal, vous allez devoir rencontrer, pour ceux qui ont été engagés avant 2013, s'ils ont entre 55 et 60 ans, on sait que si vous avez 30 années de service, vous avez 55 ans, c'est le chiffre magique 85. Vous pouvez prendre votre retraite sans pénalité. Ou bien si vous avez 60 ans avec au moins 2 ans de service, ça c'est en temps normal. Mais dans le contexte de la transition d'emploi, il y a une dispense. Et donc, si vous êtes du groupe 1, engagé avant 2013, c'est entre 55 et 60 ans. Le groupe 2,
c'est si vous êtes engagé après 2013. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a repoussé l'éligibilité à la retraite de 5 ans. Donc, si vous êtes engagé après 2013, vous allez devoir attendre à 60 ans ou 65 ans, alors que pour le groupe 1, c'est 55 ou 60. Il faut aussi noter qu'il y a un minimum de 10 ans de service euh, qui vous allez devoir avoir acquis pour bénéficier de ce régime. L'avantage de la dispense, et bien évidemment, c'est l'élimination de la rédaction de 5 par année pour être éligible pour une pension anticipée. Parce que si vous n'avez pas l'âge normal ou les années de service en temps normal, on vous pénalise de 5 par année à vie. Et donc, c'est une grosse pénalité. Mais vu le fait que vous optez pour cette option, vous allez dispenser. Planification requise. On recommande aux gens, avant de prendre une décision, mais c'est pour ça que vous avez le 120 jours, de communiquer avec le centre de pension pour avoir une estimation, pour obtenir, mais OK, mais j'ai combien d'années de service? Est-ce qu'il y a du temps que je peux racheter? Parce que des fois, avant d'être engagé dans la fonction publique, peut-être il y avait du temps en tant qu'étudiant, que vous pouvez racheter. Donc, ça va venir bonifier votre pension. Et donc, le centre des pensions auront l'information. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de communiquer avec le centre de pension pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et parce que le centre de pension se fie sur le centre de paye Phoenix. Et donc, s'il y a des erreurs, et donc, s'il y a des erreurs au niveau des informations, nous, on peut retourner avec Phoenix puis leur dire, OK, il faut régler ça parce que notre membre veut opter, mais il veut avoir toute l'information avant de prendre une décision. Donc, c'est beaucoup plus facile de corriger les erreurs avant de prendre une décision plutôt que de devoir se battre après le fait et puis avoir des conséquences néfastes. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'assurer qu'on a toute l'information nécessaire. La prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Une autre option, c'est l'allocation d'études. Donc, on va faire un but d'ensemble. C'est quitter avec un soutien financier pour des études et une transition de carrière. Vous allez recevoir la mesure de soutien à la transition intégrale de 4 à 52 semaines selon le service. Plus une allocation d'études jusqu'à 17 000 pour les droits de scolarité, livres et frais obligatoires d'un programme approuvé. Donc, essentiellement, ça, c'est les options. Vous pouvez quitter immédiatement. Donc, vous dites, moi, je veux parfaire mes connaissances, mes études, je veux poursuivre maîtrise ou un doctorat, ou bien je veux changer de carrière, puis je veux m'inscrire à un programme d'études techniques ou post-universitaire. C'est votre choix. Donc, ça doit, au niveau du programme comme tel, normalement, c'est un programme approuvé par le ministère de l'Éducation. À ce jour, on n'a pas l'employeur n'a pas nécessairement indiqué quels critères il exige, mais selon nous, advenant que c'est un programme approuvé, selon le ministère de l'Éducation, il ne devrait pas avoir de problème parce que vous quittez la fonction publique. Donc, l'employeur, lui, pour l'employeur, c'est de s'assurer, OK, vous rencontrez les exigences, euh, vous voulez, euh, vous voulez obtenir, vous allez obtenir les mesures de soutien. Et la seule preuve pour démontrer, ben, c'est une preuve d'inscription. Ça peut être à temps partiel ou à temps plein. Et il faut obtenir, fournir vos reçus pour les paiements, pour les frais de scolarité. Et donc, c'est uniquement ça. Donc, il faut indiquer à la gestion dans les 12 mois que vous êtes inscrit avec une preuve à l'appui pour obtenir
le remboursement des frais encourus. Il faut noter aussi, en plus de la mesure de soutien à la transition, vous avez droit à une indemnité de départ. Et donc, ça, c'est en plus des mesures, de la mesure de soutien de transition. Et bien évidemment, si vous avez accumulé des journées de vacances qui n'ont pas été utilisées, mais vous pouvez les encaisser. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, rapidement, option B, paiement avec mesure de soutien de transition avec démission. Voici les étapes. Il y a une rupture nette euh, et une décision, ben, ça sera dans les 120 jours. Vous allez obtenir la mesure de soutien à la transition, ainsi qu'une indemnité de départ, encore une fois, dépendamment de vos années de service, euh, vacances, avantages sociaux jusqu'à 12 mois. Euh, et donc, et ça, c'est une fois que même si vous avez quitté la fonction publique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Option C, allocation d'études vue d'ensemble. Donc, c'est ça, vous quittez avec un soutien financier. Encore une fois, recours, vous avez droit à la mesure de soutien à la transition, plus l'allocation d'études et l'indemnité de départ. Donc, ça, c'est la vue d'ensemble de l'option C1, petit i. Et donc, on va voir l'autre option avec la prochaine diapo. Donc, option C, c'est deux petits i. C'est vous allez obtenir donc démission d'études, démission, donc études immédiates, démission dans les 120 jours, mesure de soutien à la transition. Donc, ça, c'est option 1, on vient de le couvrir. Donc, l'option B ou 2, si je peux le dire, c'est donc congé, vous avez droit à un congé sans solde pour poursuivre vos études. Donc, jusqu'à 2 ans, congé sans solde pour vos études. Donc, si vous dites, OK, mais moi, je veux parfaire mes connaissances, ou peut-être je vais m'aligner vers quelque chose d'autre dans le but de revenir dans la fonction publique. Donc, si vous voulez parfaire vos connaissances ou changer de carrière tout court, vous pouvez quand même choisir l'option C2, petit i, pour demeurer dans la fonction publique. Donc, vous avez 2 ans pour poursuivre vos études et à l'intérieur de 2 ans, là, vous avez l'opportunité en priorité de trouver un poste dans la fonction publique. Donc, ça, c'est attrayant pour les gens qui espèrent retourner dans la fonction publique après ce congé du sans solde de 2 ans. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les programmes admissibles, j'en ai fait référence un peu. C'est programmes universitaires, collégiaux, diplômes, certificats, grades. Encore une fois, c'est une inscription à temps plein ou temps partiel. Les titres, donc c'est ouvert à vous, dépendamment de ce que vous désirez obtenir. Exigence qui est requis pour les droits de scolarité. Donc, ça, c'est pas mal standard. Vous avez aussi des programmes de métier ou de formation technique menant une nouvelle carrière. Dans le cadre de l'option C, vous n'êtes pas admissible à la dispense de pénalité de retraite anticipée. Bien évidemment, donc, le but, c'est de maintenir, de vous procurer un emploi. Donc, vous ne pouvez pas du même coup prendre votre pension différée. Donc, c'est soit un ou l'autre. Donc, je voulais juste mettre l'accent là-dessus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Permutation, alternation. Vous avez peut-être sûrement entendu parler de cette option. Donc, c'est une personne salariée optante, excédentaire, souhaite rester. Donc, c'est une personne qui n'a pas obtenu d'offre de garantie d'emploi raisonnable et elle est devenue une personne salariée optante. Et donc, dans ce cadre, elle peut procéder à une alternation. Aussi, communément, on appelle ça un échange de poste.
Donc, c'est entre une personne, une salariée optante qui veut demeurer dans la fonction publique avec une personne non touchée. Donc, vous avez un collègue qui se dit qu'il est peut-être près de la retraite, il veut se prévaloir de la mesure de soutien de transition, peut-être une pension sans pénalité. Donc, cette personne, le but, c'est de faire un échange de poste avec cette personne. Donc, vous voulez rester, vous êtes optante, une personne non touchée veut quitter, et donc on va voir s'il y a un match entre les deux postes. Si vous rencontrez les conditions du poste, dépendamment encore une fois, le profil linguistique est important et les connaissances en général du poste. Encore une fois, c'est en fonction de vos compétences et normalement, euh, lorsque si vous avancez l'option. Donc, ce n'est pas la gestion, ce n'est pas la responsabilité de la gestion de communiquer la possibilité d'un échange de poste. C'est à l'employé, à la personne touchée, salarié optante et la personne non touchée de communiquer entre eux et de faire la promotion à la gestion. Donc, ultimement, c'est la gestion euh, qui va, euh, qui va déterminer. Normalement, c'est par groupe et niveau, mais équivalent, mais on peut se permettre une marge de 6 un écart de salarial de 6 et donc, ce sont les critères. Aussi, ça doit se faire dans les 120 jours. Mais ce que si vous avez déjà quelque chose en tête, vous avez déjà trouvé quelqu'un pour faire un échange de poste, l'alternation, mais la gestion tarde à entériner le tout, puis s'il y a des problèmes à cet égard, laissez-nous savoir parce que la gestion doit agir de façon assez rapide. Et ils ne pourront pas dire que mais vous avez pris plus que 120 jours afin que l'échange se fait, mais ça, on peut imputer la responsabilité à l'employeur parce que vous avez fait ce que vous avez à faire et c'est la gestion qui tarde à entériner le tout, mais on peut se retourner contre eux et dire, nous, on a quelque chose de valide à, à vous offrir, on vous l'a offert, c'est à vous de prendre une décision. Vous ne pouvez pas se retourner contre nous et dire, mais ça s'est fait au-delà de 120 jours. Donc, bien évidemment, la gestion prend la décision finale, mais la décision doit être raisonnable. Encore, on doit vous indiquer pourquoi l'échange de poste ne va pas fonctionner. Ça doit être basé sur des critères objectifs et il y a possibilité de porter plainte, de déposer un grief si advenant que la gestion dit non sans motif valable. Donc, vous avez euh, droit au recours et avec le soutien de l'Institut. C'est toujours du cas par cas, mais on est là pour vous épauler durant le processus et de vous aviser au niveau de vos droits et obligations. Mais le fait que la politique fait partie de la convention collective, bien évidemment, on peut déposer un grief et le grief peut aller jusqu'en arbitrage. Donc, je voulais mettre l'accent là-dessus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Ben, protection salariale, donc juste, donc, si vous êtes, il y a la possibilité d'obtenir une offre euh, raisonnable qui est d'un salaire inférieur. Donc, juste pour illustrer un exemple, voici, par exemple, j'ai choisi un VM2, un VM3. Donc, vous avez comme offre raisonnable, si vous êtes un poste VM3, par exemple, mais on ne peut pas vous offrir un poste VM3, on peut vous offrir un poste VM2. Ça peut, dépendamment de votre situation, un poste inférieur à condition que euh, euh, au niveau le 6 s'applique, on peut vous offrir ce qu'on appelle la protection salariale. Donc, ce que cela veut dire, si on vous offre un poste de VM2 alors que votre poste d'attache est VM3, vous allez être protégé au salaire et niveau VM3. Et ce que ça veut dire, donc, vous allez, avec le nouveau poste, même dans le cadre d'un VM2, vous allez bénéficier de l'ancien salaire. Donc, la protection salariale s'applique. Et donc, j'ai juste
euh, mis cet exemple pour illustrer le point. Et donc, ça comprend tout ce que votre ancien poste avait comme bénéfice. Euh, mais ce qui est important de noter, c'est que c'est juste dans le cadre de ce poste. Donc, si vous quittez le poste VM2, par exemple, mais la protection salariale ne va pas vous suivre. C'est juste dans le poste qu'on vous a offert. Euh, et donc, il est possible, bien évidemment, de vous procurer un poste, par exemple, à niveau dans l'avenir, mais pour les fins de cette discussion, pour les fins de ce que constitue une garantie d'offre d'emploi raisonnable, un VM2 peut être considéré raisonnable. Et donc, si vous avez plus de questions à cet égard, on va vous répondre. Et si jamais il y a des questions plus pointues, n'hésitez pas à communiquer avec nous indépendamment, soit au Bureau national ou bien en région. On peut rentrer plus en détail euh, euh, en ce qui concerne la protection salariale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, travail utile, requalification et réinstallation. Donc, voici on peut vous offrir au niveau des options, des affectations temporaires, euh, ou d'autres postes, ça peut, encore une fois, le but de la politique, c'est de maximiser les opportunités d'emploi. Et donc, vous pouvez même bénéficier d'une requalification. Donc, par exemple, si vous voulez m'offrir un poste qui nécessite un peu plus de formation parce que je ne suis pas à jour au niveau des compétences, parce que c'est un poste technique, la gestion doit prendre ça en considération. Donc, lorsqu'ils font un exercice là, au niveau de vous offrir un poste ou une offre d'emploi raisonnable, on doit là regarder la personne. Mais regarde, OK, mais peut-être cette personne peut bénéficier ben, un peu de formation pour parfaire ses connaissances, pour être à jour. Ils doivent investir et ils ne peuvent pas dire, ah, vous n'avez pas exactement ce qu'on recherche au niveau des compétences ou des connaissances. La gestion est censée maximiser les opportunités et dire, OK, mais on peut vous offrir la formation pour vous mettre à jour. Et donc, ça, c'est important. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans. On peut vous donner de la formation jusqu'à 2 ans pour rencontrer les exigences du poste. Donc, le but de ce message, c'est de s'assurer que la gestion doit prendre des mesures raisonnables pour vous offrir un poste. Hein, parce que le but, c'est de maximiser les opportunités d'emploi, de demeurer dans la fonction publique. Et donc, ce n'est pas juste un exercice papier. Dire, ah, OK, on fait comme, on regarde ce que vous faites, on regarde de façon superficielle. Non, on va vraiment rentrer dans le détail puis dire, OK, est-ce que cette personne, même si elle n'a pas occupé ce poste, elle a quand même les compétences nécessaires pour évoluer dans le poste? C'est ce qu'il doit faire. Et advenant que ce n'est pas le cas, si vous jugez que la gestion n'a pas agi de bonne foi, n'a pas pris n'a pas fait les efforts nécessaires pour vous offrir un poste raisonnable, on peut le contester. Donc, c'est le point que je voulais apporter. La prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, ça, c'est une autre option au niveau des. Oh, je ne suis pas. euh, je ne vois pas. Je vois pas la diapo. Est-ce qu'il y a manière de l'élargir un peu plus? OK, donc ça, voilà, désolé. Donc, vous êtes des personnes salariées optantes sans offre de garantie d'emploi. Donc, on fait un survol. Vous choisissez l'option A, B ou C. Exigence, je ne suis pas en mesure de lire ça. Excusez, il y a quelque chose de mon côté qui... Est-ce que tu veux que je lise le Oui, reste de s'il vous la plaît. diapo pour Oui, compléter, Dean? oui, Pas de oui, s'il vous problème. plaît. Donc, le troisième, c'est exigence d'âge et de service. Donc, Oui, entre parenthèses, âge de retraite anticipé et service ouvrant droit.
A. OK. L'autre, c'est la pénalité habituelle de 5 par année pour retraite anticipée est éliminée. Oui, Ensuite, vous recevrez une pension immédiate non réduite. oui, Et puis, taux avec le centre des pensions. Pour contacter taux, là, il manque un bout. Oui, je vois ce que vous voulez dire, Dean. oui, Avec le centre des pensions pour une oui, estimation. oui. L'Institut n'a pas ces informations-là. C'est ça. Donc, c'est pour ça, c'est le but. Donc, si vous choisissez l'option B ou C, euh, cela implique nécessairement que vous n'avez pas eu d'offre de garantie d'emploi raisonnable. Donc, voici les informations le processus qui s'applique. Et le point que l'on va faire, c'est que il faut avoir l'information à jour. Et donc, il est primordial de communiquer avec le centre des pensions ou le centre de paye, puis dépendamment à l'interne, puis des problèmes à l'intercompensation. euh, vous pouvez nous indiquer si les informations ne sont pas à jour. Nous allons vous aider à obtenir ces informations parce que c'est important, parce qu'après le fait, s'il y a des erreurs, ça peut compliquer la situation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. On parlait de l'indemnité de départ, c'est un survol encore, les vacances inutilisées, avantages d'assurance. Donc, ça, si vous quittez, voici les options qui sont offertes. Malheureusement, pour les avantages d'assurance, on a indiqué, c'est jusqu'à 12 mois, mais quand même, ça demeure une option. Vous avez toujours le soutien de l'Institut et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, soit en région, vous déléguez, ou bien à l'Institut, au national. Nos collègues en, centre, en pension et bénéfices peuvent vous aider aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Donc, ce que je parlais plus tôt au niveau des régimes de soins de santé en fonction publique et le régime de soins dentaires, vous avez droit à cotiser jusqu'à 12 mois. Euh, si vous n'avez pas, si vous êtes en situation de disponibilité, mise en disponibilité et vous n'avez pas pu procurer un emploi pendant les 12 prochains mois, vous pouvez cotiser là, au régime de soins de santé et au régime de soins dentaires. Donc, il y a plus d'informations là-dessus. On va partager la présentation avec vous, mais juste pour vous donner un survol, pour vous indiquer que vous avez accès. La prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Au niveau de la responsabilité de la personne salariée, ben, tout ce on exige, c'est ben, que vous cherchez, que vous êtes à la recherche active d'un emploi, poser sa candidature au poste affiché, répondre aux renvois prioritaires, faire le networking si vous voulez faire un échange de postes, communiquer avec vos collègues. euh, euh, si vous êtes considéré toucher les possibilités, les raisonnables, la requalification au niveau de la formation, encore, c'est de la gestion qui est censée vous guider, vous offrir toutes ces ressources. Et nous, l'Institut, au sein des comités, il y a des comités en place. C'est là où l'Institut va poser les questions. Avez-vous pris les mesures nécessaires? Quelles recherches avez-vous effectuées? Pourquoi vous n'avez pas offert d'offre de garantie d'emploi raisonnable? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autres ressources? Donc, ça, c'est où les questions pointues peuvent être posées pour s'assurer, encore une fois, parce que le but, c'est de maximiser la possibilité d'emploi. Et encore une fois, on a parlé des personnes salariées optantes. Le 120 jours est important. Et donc, si vous voulez si vous choisissez par exemple l'option A, comme j'ai parlé plus tôt, ben, si vous avez pris la décision dans les 30 jours, vous êtes certain que vous voulez demeurer dans la fonction publique. Et là, vous allez dire, ben, les 90 jours, là, je veux, euh, je veux l'inclure dans le 12 mois que j'ai pour pour maximiser mes chances de demeurer dans la fonction publique. Assister aux réunions, répondre aux communications et maintenir
vos coordonnées à jour. Et donc, je crois que ça termine la présentation. Ah, les ressources de l'Institut pour nos membres, oui. Donc, je vais vous céder la parole, Catherine. Merci beaucoup, Dean. Merci. Il nous reste encore du temps pour quelques questions. Merci beaucoup à Stéphanie aussi qui était dans l'outil Q&R pour poser les questions. Juste rapidement, la présentation est enregistrée avec le lien et puis la présentation aussi va être sur notre site web d'ici les prochaines semaines. Sans plus tarder, on va passer à la première question de Julie. Dans le cadre Oui, du programme volontaire de départ, quand oui. exactement sont pris en compte les années de service pour le calcul de la MST? Est-ce que c'est au moment où le choix de l'option est reçu par les ressources humaines ou bien lors du départ de l'employé? Oui, c'est lors du départ. Donc, dépendamment quand la date est fixée, parce que c'est toujours dans le futur. Donc, oui. Donc, c'est au moment que vous fixez la date. Donc, il va y avoir vous avez la possibilité de négocier votre date de départ et c'est au moment de la date de départ que l'on va, on va faire, on va calculer le tout. Merci beaucoup. Il y a une grande question anonyme, mais je pense que pour récapituler la question, la personne veut savoir, en fait, de l'assurance emploi. Quelle Oui. option B, C1 ou C petit 2 on a le droit à l'assurance emploi? Tout dépend parce que la mesure de soutien à la transition, vous pourrez avoir droit aux trois. Mais si vous quittez option B, vous quittez avec une mesure de soutien à la transition. Si vous quittez avec une pension, mais là, vous n'allez pas avoir droit à l'assurance emploi parce que vous quittez dans le but de prendre une retraite. Option C aussi euh, parce que vous procédez à une étude, à des études, soit de façon permanente en quittant la fonction publique ou de façon temporaire pendant les 2 années de service, 2 années sans solde, je voulais dire. Euh, Ça aussi, c'est pris en compte, donc vous n'avez pas droit à l'assurance chômage. Juste l'option A, advenant que vous n'êtes pas admis, vous n'avez pas de- vous n'obtenez pas de garantie d'offre raisonnable ou au bout de 12 mois, vous n'êtes pas en mesure de vous procurer un emploi. Là, dépendamment, encore, on va compter la mesure de soutien à la transition et l'indemnité de départ. Donc, ce qu'on recommande aux gens, c'est de communiquer avec Service Canada pour leur demander si vous pouvez bénéficier du régime. Parce que l'indemnité de départ va être considéré comme un revenu, tout comme la mesure de soutien à la transition. Et donc, ces facteurs vont être pris en considération. Donc, c'est pour ça qu'on recommande aux gens de communiquer avec Service Canada puis de leur poser la question. Mais généralement, c'est pour les gens qui quittent sous l'option A qui n'ont pas accès, là, qui ne vont pas se procurer un emploi, qui auront normalement droit à l'assurance emploi. Merci beaucoup, Dean. Merci à vous pour vos questions. On va continuer. Le remboursement de 1200 dollars pour conseil financier pour les options B, C1 et C2, est-ce que c'est seulement dans le 120 jours? Non, non, ça parce que ça peut vous aider. Ben, vous faites la demande. Moi, je recommande de faire la demande dans les 120 jours. Puis ça peut, comme quand est-ce que vous décidez de vous procurer les services, ça vous revient. Mais on recommande de faire la demande là, dans les meilleurs délais, dans les 120 jours. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Je suis désolée. OK. Pouvez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, si nous prenons le départ volontaire, on devient une personne optante et par conséquent, on doit choisir une des trois options, incluant l'option A? Non. OK. Pour le départ volontaire, non, c'est ça, parce que pour le programme de départ volontaire, ça, c'est pour les gens qui se disent, non, ils veulent soit l'option, ils veulent une pension sans pénalité, ou bien c'est ça, ils veulent se prévaloir de l'option études avec ou sans congé sans solde.
mais normalement, le programme de départ volontaire, c'est pour ouais, ceux des personnes optantes qui choisissent B ou C. Merci beaucoup. Jessica nous demande, en protection salariale, est-ce que tu es fixé dans les échelles ou on continue de progresser? Vous allez, ben, dépendamment où vous êtes dans l'échelle, normalement, vous allez obtenir donc, c'est ça le désavantage avec une protection salariale. Si euh, euh, vous êtes déjà aux échelles maximales, tout ce que vous allez obtenir, c'est les augmentations économiques. Et donc, vous n'allez pas plus progresser au niveau des échelles, sauf lorsque votre poste le poste qui est protégé arrive au même niveau que votre ancien poste. Donc, c'est ça le seul désavantage avec une protection salariale, c'est que vous n'allez plus progresser au niveau des échelons. Vous allez soit obtenir les augmentations économiques, le pourcentage chaque année, mais votre nouveau poste va devoir rattraper votre ancien poste au niveau de l'échelle salariale. Merci beaucoup, Dean. Merci beaucoup, Jessica. Il y a quelques personnes qui nous demandent de l'information sur la requalification financière. Mhm. Donc, c'est quoi la requalification financière? Je sais que c'est une question un peu personnelle, mais peux-tu nous donner un scénario où est-ce que la requalification est envisageable? Peut-être dans le cas l'exemple qui me vient souvent à l'esprit, c'est au niveau du profil linguistique. S'ils disent, ah, ben, on peut vraiment, vous avez des connaissances, mais on aimerait vous parfaire, on aimerait que que soit, vous avez votre seconde langue, si on vous, soit l'anglais ou le français, on peut vous offrir euh, une formation là, linguistique pendant 2 ans, une autre formation technique, advenant que, dépendamment du milieu que vous œuvrez, dans lequel vous œuvrez, une formation technique pourrait être envisageable aussi. Donc, ça dépend des programmes en place, ça dépend des besoins de l'employeur, mais c'est une discussion qu'ils veulent garder vos compétences. Ils disent, on ne veut pas perdre les compétences et l'expérience de cette personne. Et on croit que, ben, en lui offrant des cours pour être, pour parfaire leurs connaissances parce que c'est vraiment technique comme travail, ou bien juste une mise à jour, dans ce cadre, je pense que c'est possible. Merci beaucoup, Dean. Avant de prendre une dernière question, les ressources se trouvent dans le clavardage. La présentation est enregistrée. On va mettre le tout sur notre site Web dans les prochaines semaines. Puis une dernière question d'Edith avant de terminer. Est-il obligatoire de rembourser la pension montant employé et employeur si on choisit l'option C? Oui, si vous choisissez l'option C de petit i, ça c'est si vous avez le choix toujours, parce que c'est un congé sans solde, donc vous avez 2 ans de congé sans solde, vous pouvez cotiser au régime de pension, mais vous allez devoir rembourser, comme la question, la quote-part de l'employeur et celle de l'employé. Donc, c'est pour ça qu'il y a des répercussions financière et le coût au niveau de votre pension. Euh, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez, comme vous dites, compter ces 2 ans comme année de service pour fin de pension. Mais ça va vous coûter plus cher. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'assurer que vous avez ces informations-là. Mais combien ça va me coûter au niveau de ma pension? Parce que vous quittez sans salaire, OK, vous allez avoir votre mesure de soutien à la transition, l'indemnité de départ, mais vous êtes quand même sans salaire. OK, vous obtenez 17 000, mais encore, il faut planifier au niveau planification personnelle financière. Est-ce que je peux me permettre de prendre ce congé-là? Et donc, c'est pour ça que c'est important de poser la question. Mais pour répondre à la question, oui, si vous choisissez l'option sans solde, 2 ans, avec la possibilité de reprendre un poste dans la fonction publique et vous voulez cotiser au régime de soins de fonds de pension, c'est possible.
Merci beaucoup, Dean. Merci à Stéphanie, aussi ma collègue Nell, qui a mis les ressources dans le clavardage. Donc, si vous avez plus de questions, on n'a pas eu la chance de répondre à vos questions, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel. Et puis, j'aimerais souhaiter une bonne après-midi à tout le monde. Merci beaucoup, Dean. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous.